Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Cette semaine, on part au Brésil avec notre journaliste Maeva Poulet qui nous raconte l'histoire de MC Kunumi, un jeune rappeur de 17 ans qui est devenu la voix des communautés indiennes au Brésil. Nous avons donc décidé de nous pencher sur ces musiciens engagés pour un peuple et puis qui peuvent également donc être opprimés pour cela. Nous nous sommes donc tournés vers l'ONG Free Muse. Pour la représenter, nous avons avec nous Daniel Brown, vice-président de cet organisme. Daniel Brown, bonjour. Bonjour. Alors donc Free Muse pour Freedom of Musical Expression existe depuis 1998. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre objectif à travers cet organisme? Oui, Blues essaie, comme le nom l'indique, de mettre une lumière sur les musiciens qui sont souvent soit oubliés, soit un peu marginalisés par d'autres ONG telles Amnesty International, PEN International, Article 19. Et on essaye de mettre en valeur leurs actions, leurs revendications musicales et suivre un peu toute tentative de les brider, que ce soit par la censure, par la tentative de les mettre en exil, les forcer à s'arrêter leur profession, jusqu'à aussi les empêcher d'aller d'un pays à l'autre, donc des questions de visa. Et ça va jusqu'à l'extrême où on essaye, on les attaque physiquement, on les emprisonne, voire malheureusement, on les assassine. Donc, depuis maintenant 20 ans, on essaye de suivre ces évolutions. On a réussi à nous associer à l'UNESCO et son bureau de la musique, qui s'appelle International Music Council, dans le cadre de la convention de 2005, qui est sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. À peu près 140 pays et l'Union européenne l'ont ratifié. Et donc, chaque année, on publie des rapports qu'on on donne dans le domaine public grâce à notre site internet freemuse.org, qui est extrêmement étoffé, pays par pays, et puis souvent dans les thématiques du jour. Et on essaye aussi de sensibiliser l'UNESCO, l'Union européenne, les Nations unies aux abus que malheureusement on trouve assez fréquents à l'encontre de la communauté des musiciens et de toutes les personnes qui les entourent. Alors on va revenir sur plusieurs points. On va revenir sur les pays dont vous parlez dans votre rapport, oui, dans votre rapport, également de l'UNESCO parce qu'il y a eu du mouvement, on va dire, ces dernières semaines, ces derniers jours, voire même. Mais d'abord revenir un peu sur effectivement ces musiciens. Alors on peut imaginer comment ils peuvent devenir des cibles de choix de par leur engagement dans leur musique, dans leurs paroles. Mais qu'est-ce qui va faire finalement que ils se retrouvent entre guillemets sans défense. C'est le fait que c'est un peu des électrons libres, il n'y a pas de, il y a pas de enfin, pas d'association de musiciens proprement parlé comme on peut trouver pour des journalistes, des médecins ou autres. C'est vraiment ça qui pose problème finalement pour eux. Oui, les exemples que vous avez cités, journalistes, politiciens, écrivains et autres, ont des moyens souvent très forts de communiquer et de se défendre parce qu'ils connaissent leurs droits. Les musiciens sont un peu les fous du roi qui viennent très souvent de banlieues ou de milieux populaires, ghettos, et ils sont malheureusement, ils ont souvent pas réussi à traverser, si on veut, une éducation classique. Et ils expriment aussi des revendications, des réalités quotidiennes de la grande masse de la population dans les pays, surtout en voie de développement, qui, dans des pays où les traditions orales sont très fortes et où souvent on est affligé par un fort taux d'analphabétisme. Et donc,
ils sont les musiciens à la fois très proches d'une grande réalité, mais très vulnérables aussi. Ils ont pas toujours les outils pour se défendre, les armes comme le droit que les autres personnes persécutées ont. Donc, ils sont extrêmement vulnérables. Et de la même manière, on trouve que les ONG qui sont censées les défendre, même Amnesty International, ne s'offusque pas trop des exactions contre cette population parce que justement, c'est une des raisons qu'on a décidé de créer cette organisation. Peut-être c'est pas volontaire, mais on a trouvé, après avoir tenté de sensibiliser notamment Article 19 et Amnesty International et les Nations Unies à leur sort, on a vu qu'il n'y avait pas vraiment une ouverture nécessaire. Et c'est pour cette raison un peu regrettable qu'on a décidé en 98 de former cette ONG basée, je voulais ajouter, en Scandinavie, à Copenhague, où 2 journalistes, un danois et une suédoise, Ole Reithoff et Marie Korp, pour pas les nommer, ont organisé une conférence mondiale en 98 qui a réuni des acteurs de cette industrie et ils ont décidé après, on a tous décidé qu'il y avait moyen et soutien de créer cette organisation indépendante et en dehors de tous les autres, en complément, on va dire, des autres ONG basées sur les droits de l'homme. Alors justement, est-ce qu'on a une idée de la raison pour laquelle ces ONG que vous citiez tout à l'heure délaissent un peu le sort du musicien? Est-ce que c'est parce que c'est toujours cette question d'électrons libres, finalement, difficile de faire du cas par cas pour ces ONG? Ce serait ça qui pose problème? C'est bien possible. Ce sont des électrons libres qui ont des fois aussi des difficultés de communiquer en dehors de la musique à travers un langage qui est recevable par des instances internationales, ce qui est vraiment une situation ironique parce que ces musiciens, ils ont un écho beaucoup plus large, je dirais, que les écrivains dans des pays comme en voie de développement avec, comme je disais, une tradition orale très forte où l'entertainment n'est pas au cœur de la musique, c'est vraiment l'information, comme par exemple les griots en Afrique, qui est transmis de génération en génération et qui a trouvé un écho dans notre histoire aussi. Hein. Il ne faut pas oublier que des minorités africains-américains, par exemple, etc., ont revendiqué, et d'ailleurs c'est la naissance du rap, des revendications identitaires, des colères spontanées de jeunes, ou bien des femmes ou autres exemples qui ne trouvaient pas ou ne pouvaient pas s'exprimer politiquement ou dans d'autres sphères d'expression culturelle. Donc, je pense que c'est à cause de ça, peut-être cette sorte de côté un peu brut, coffrage des musiciens. Et je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui sont extrêmement savants, hein, qui sont des ethnomusicologues avec de magnifiques capacités intellectuelles qui existent aussi et qui sont aussi attaqués. Mais eux, ils sont souvent moins de mal à se faire connaître, à s'exprimer et puis à graviter dans les sphères politiques. D'ailleurs, il y a des ministres de la culture comme Youssou N'Dour au Sénégal, comme Susana Baca au Pérou, qui réussit des carrières brillantes dans les sphères politiques. Il y a même à Haïti, d'ailleurs, un président qui était un musicien très populaire. Donc, c'est vraiment pas pour dire qu'il y a aucun intellectuel parmi les musiciens, mais en général, les ONG semblent pas prêter autant d'attention. L'ancienne directrice générale de l'UNESCO, d'ailleurs, Irina Bokova, elle a avoué ça, que l'UNESCO n'a pas mené les campagnes de sensibilisation auprès de ces abus de droits de l'homme et elle s'est engagée il y a quelques années à justement
faire des rapports qu'on a cités pour montrer ou faire évoluer la situation. Le premier étant seulement en 2015. Effectivement, l'UNESCO, vous le disiez, hein, vient de sortir, c'est jeudi dernier, un rapport global pour 2018 pour faire évoluer les politiques culturelles. Alors le nom c'est Reshaping Cultural Policies. Alors je ne sais pas si je l'ai bien traduit, pour le coup moi je l'ai compris comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est une avancée justement? Oh oui, moi je pense que c'est important. C'est une action de suivi et de plaidoyer de la liberté artistique, parce qu'il faut ajouter quand même tout de suite là que depuis 2012, donc 14 ans après la création de Free Muse, nous nous sommes investis, nous sommes élargi notre orbite à toute expression artistique à travers, et on a essayé de le fédérer avec d'autres organismes, donc ça peut être le théâtre, le cinéma, etc. D'ailleurs, on voit beaucoup d'exemples sur notre site. Et donc, ils ont souligné le fait que ces actions gagnent de l'importance. Il y a de plus en plus d'ailleurs d'organisations qui se sont engagées dans ce domaine et l'UNESCO a fait acte. Je pense qu'il a rassemblé peut-être énormément de différents sources sur les abus de droits de l'homme et la défense, et il documente, il surveille. Et puis, nous, je pense, on prend la défense de la liberté artistique d'une manière systématique en association avec PEN International, Index on Censorship, qui est donc une revue anglaise, et d'autres plus spécifiques. Là, c'est vraiment à l'échelle globale, mais il y a aussi Artwatch Africa, Réseau Artériel, etc., qui servent tous de passerelle aux organisations artistiques et culturelles de part et d'autre de continents divers. Là, j'ai donné des exemples de l'Afrique. Grâce à des ateliers sur les droits de l'homme, les droits culturels et les droits de l'artiste. Et donc, on voit ce rapport qui est extrêmement étoffé, qui donne des cas aussi, des exemples assez frappants, qui je peux montrer pas aux auditeurs, aux personnes qui nous suivent, un peu des exemples des réalités. On voit par exemple là l'explosion de chiffres malheureusement d'attaques contre les artistes. C'était 26% de plus entre l'année 2015 et 2016. Donc on voit une sorte d'évolution inquiétante. En même temps, je pense que notre perfectionnement, c'est-à-dire nous aussi, on a réussi à étendre nos réseaux. Et donc, c'est peut-être, il y a eu beaucoup d'abus dans le passé qui n'ont pas été actés. Puis il y a Internet qui permet aussi d'en connaître beaucoup plus, on imagine, qu'avant. Beaucoup plus. Donc, voilà, nous aussi, on s'est amélioré à ce niveau-là, mais on essaye, on constate néanmoins qu'il y a beaucoup d'attaques, notamment contre les musiciens. Alors, effectivement, j'ai jeté un œil au rapport. Je pense que je ne l'ai pas parcouru aussi assidûment que vous, mais j'ai vu notamment un des chapitres. C'était Support Sustainable System of Governance for Culture. Quelles seraient les politiques durables, ou quelles sont déjà les politiques durables qui existent aujourd'hui en termes de culture pour la préserver, la protéger, protéger ses acteurs, du coup, forcément? C'est bon, tout d'abord, faire pression sur des pays qui abusent, qui essayent de négliger. Et nous, on a en étant très proche des Nations Unies, on a ce privilège de pouvoir chaque année écrire des rapports très détaillés qui sont envoyés au rapporteur spécial sur la culture des Nations Unies, qui confrontent les représentants, les ambassadeurs, voire les présidents avec les abus sur une minorité par rapport à leur musique ou les censures systématiques contre les jeunesses. Vous avez évoqué cet article extrêmement fouillé que Huitième Étage a écrit sur MC Kunumi. Je pense que là, il y aura à un certain moment le Brésil, chacun à son tour, et je néglige absolument pas le fait qu'on a beaucoup d'exemples des pays soi-disant développés qui sont aussi pointés du doigt
pour leurs attaques. Et donc, on essaye de les mettre face à ces réalités. C'est toujours un long processus, mais on a eu quand même quelques bels exemples où les gouvernants se sont sensibilisés, une fois sensibilisés, embarrassés quelque part, rentrent chez eux et lèvent des censures ou facilitent aussi la possibilité de faire des concerts ou bien permettent à des visas. On a écrit un long rapport qui s'appelle l'accord discordante sur les abus de l'Union européenne et les visas Schengen, qui a été publié en 2008, qui montre que c'est vraiment une épreuve terrible pour beaucoup d'artistes qui veulent venir s'exprimer musicalement ici et qui se trouvent refusés souvent par des ambassades de l'autre côté. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est essayer aussi de créer des réseaux entre nous et du coup, on permet à une vigilance accrue, à se soutenir, à faire appel à des avocats quand il y a un musicien qui est attaqué par la loi. Actuellement, par exemple, il y a un musicien turc, Ferhat Tunç, qui de nouveau se trouve face à des procès en Turquie et on va envoyer des observateurs à son procès, on va le conseiller juridiquement. On a réussi aussi à faire sortir des musiciens de prison au Cuba, au Cameroun, par exemple, Lapiro de Mbanga, c'est quelqu'un avec lequel j'ai beaucoup travaillé, qui, pour sa chanson Constitution constipée, a été mis en prison par Paul Biya. On est allé le mettre pression à la fois directement par Free News, mais aussi par les Nations Unies. Par même, comme il était un guitariste, on a fait intervenir aussi des industries de guitare. Et avec toute cette pression conjuguée, il est sorti de prison. Malheureusement, il avait contracté le typhoïde pendant ses 2 ans et demi de prison, dans une prison terrible, et il est mort de ses séquelles. Donc, moi, j'impute directement sa mort à ce régime et à cette attaque et cet emprisonnement. Et est-ce qu'il y a une suite du coup à ça justement? Vous le dites, alors effectivement vous aviez réussi à le faire sortir de prison, malheureusement du coup ça, qui a connu la fin que vous veniez de nous raconter. Est-ce que ça peut donner suite, continuer à maintenir une pression pour éviter que ça arrive à d'autres musiciens, d'autres artistes? Malheureusement, c'est un processus qui ne s'arrête pas hein, et on voit que il y a toujours des nouveaux fronts qui s'ouvrent et qui vont s'ouvrir et ça accompagne les conflits que nous voyons aussi exploser. Donc, une sensibilisation, on essaye de l'acter. Encore une fois, on tente par les Nations Unies, l'Union européenne, et on a leur soutien assez actif de les mettre en embarras. Mais on voit qu'en Turquie, par exemple, ça évolue très mal. Où, dès qu'il y a effectivement un régime autoritaire, on trouve qu'il y a un recul. Aux États-Unis, on a vu en 2003, quand il y a eu l'invasion et cette terrible massacre au Proche-Orient, Moyen-Orient, Irak et notamment, on a vu que des musiciens étaient censurés par les radios et qui, les Dixie Chicks par exemple, tout simplement, je donne cet exemple-là parce que la chanteuse principale a dit « j'ai honte d'être une Texane lors d'un concert ». Et tout d'un coup, et alors là, c'est pas aussi vulgaire et on met pas des gens en prison, mais on donne une sorte d'appel à ne plus jouer cette musique. Alors, je donne cet exemple parce que 14 ans plus tard, on a trouvé que Madonna a été censurée quand elle a parlé de Trump d'une manière très négative. Et là encore, il y a eu cet appel à travers un réseau qui s'appelle Clear Radio, qui
domine le paysage radiophonique aux États-Unis, plus de 1000 radios associées, qui a dit ne jouez plus la musique de Madonna. Donc ça touche vraiment des gens inconnus jusqu'à, comme MC Kounoumi en dehors, bien sûr, du Brésil, jusqu'à les plus connus. Et d'ailleurs, j'invite vos téléspectateurs à aller se procurer un livre extrêmement instructif et coécrit par Aurélie Sfez sur les chansons censurées, que ce soit ici en France, des musiciens comme Renaud et comme Brassens et d'autres, censurés, mais jusqu'aux Beatles aussi. Alors là j'ai donné des exemples politiques, mais ça touche souvent aussi des tabous, que ce soit sur la sexualité des gens ou bien sur les mœurs, les traditions de famille, etc. Ou bien la sensualité, Madonna étant encore un exemple. Donc, c'est extrêmement instructif et étonnant ce livre qui est sorti il y a quelques années. Vous nous rappelez bien effectivement que la censure existe absolument sous toutes ses formes et dans des pays où, vous le disiez tout à l'heure, au tout début, qui se disent donc développés, mais ça n'empêche pas la censure d'exister également pour le coup. Alors justement, vous recensez donc les cas de censure à travers le monde. On l'a vu, l'évolution actuelle semble plutôt négative. Quels sont les pays, on va dire, où vous intervenez le plus, où vous rencontrez le plus de problèmes, on va dire? Alors, on peut dire que la Chine et la Russie actuellement dominent le paysage de ces attaques. C'est malheureusement un constat qu'il y a, qu'on a vu, qui va de pire en pire. Et il y a un constat que, en général, eux, ils n'écoutent pas trop, ou ils réagissent très peu. Il y a en Chine des sites web qui sont interdits et puis ils tentent de les défier, mais ils sont fermés ou condamnés à payer des amendes exorbitants. On doit intervenir, c'est peut-être pas le mot, mais on met une sorte d'alerte générale à travers nos lettres. On doit sensibiliser un maximum les médias. Et donc, eux, là, le ministère de la Culture interdit toute chanson qui trouble la stabilité sociale ou qui viole des coutumes et des habitudes nationales. Ne parlons pas dès qu'on touche quelque chose comme le Tibet. Donc, c'est là le pays qui censure le plus. Je dirais à plus de 30% de l'ensemble de cas recensés par nous. La Russie est aussi un peu sur cette pente. Il y a Pussy Riot qui a énormément souffert. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit évoluer. On suit pas mal en Afrique, parce que moi, je suis un ancien journaliste Radio France Internationale où je sillonne beaucoup ce continent. Et donc, on trouve aussi des cas en Nigeria, en Égypte, mais aussi dans des pays qu'on pense, par exemple, assez tranquilles, comme le Zambie. Et dernièrement, je suis rentré du Malawi, où un peu de satire, où on a une tentative, par exemple, au Zambie, par un musicien qui s'appelle Pilato, qui essaye, qui est un vrai poète. Hein, et là, il y a beaucoup de problèmes par rapport aux médias. Donc, lui devient un mégaphone culturel et aussi politique. Et il a ironisé un peu sur les aptitudes du président Lungu par rapport à l'alcool. Il aime bien son Jameson whisky. Et donc, il en a parlé. Il a eu son frère tabassé dans la rue, le menace de mort, tentative d'assassinat. Il a passé quelques jours en prison. Pilato, c'est vraiment un exemple avec sa chanson Alungu Ambuela qui montre à quel point il y a une fragilité. En Malawi, il y a un artiste qui est devenu politicien aussi, et là, c'est vrai que ma mémoire me trahit, j'ai oublié son nom, mais lui, il a
tenté de aussi parler de corruption dans ce pays d'Afrique australe, et il s'est trouvé, et il a attaqué tous les présidents successifs. Il a une longue carrière. Je pense qu'avant la fin de notre échange, je vais retrouver son nom. Et donc, ça lui a valu quelques mois de prison. Il continue à ne pas être joué sur les antennes. Lui, c'est plus compliqué parce que il a sorti des propos assez homophobes et limite par rapport à l'homosexualité dans un pays très conservateur, ce qui lui a valu l'interdiction de jouer en Grande-Bretagne. Ce qui est aussi un cas d'ailleurs partagé, j'ajoute une réalité partagée par des Jamaïcains, de Ragamuffin, très, très connus, qui n'ont pas eu leur visa ou ont été interdits de jouer parce qu'ils parlaient d'une manière extrêmement négative et insultant d'homosexuels. Donc, c'est assez compliqué. L'artiste malawien a fait une volte-face récemment et il s'est plus ou moins excusé par rapport à ça, par rapport à ses abus. Il faut dire que nous, on a aussi quand même des limites par rapport à notre ouverture ou free news ou tolérance, c'est-à-dire que quand il y a effectivement des attaques racistes, homophobes ou qui visent des minorités, on ne va pas le défendre. On va en parler d'une manière neutre, mais si on nous appelle, on nous demande de défendre quelqu'un comme Simon Bikinde, c'est un Rwandais qui, pendant le génocide de 94, chantait et accompagnait ce génocide. Il a été arrêté, il a fait appel, il a demandé à ce qu'on vienne le défendre, Free News. Et on a dit non. On a dit que la musique de haine, c'est comme le discours de haine, est indéfendable. C'est contre aussi les articles des Nations Unies et l'Union européenne. Et donc, on va jamais cautionner ça. Certains pourraient dire que c'est aussi une forme de censure, finalement, ce choix. Oui, oui, tout à fait. C'est absolument discuté ouvertement. C'est une forme de, disons, un moindre mal, on va dire. Voilà, on peut atteindre, comme on l'a vu d'une manière extrêmement dangereuse au Rwanda, mais c'est le cas aussi des fois en Turquie ou ailleurs, en Chine. On peut voir que la musique peut être une arme féroce et terrible et répressive aussi. Et donc, on a une sorte de devoir pédagogue de le dénoncer et de dire non, cette forme de censure est légitime parce que c'est un moindre mal. Ok. Quid du coup du Brésil, puisque c'est le pays dont on parle dans notre reportage. Quelle est la situation là-bas? Est-ce que vous avez eu souvent à y intervenir? Souvent, je dirais pas, mais je vous invite à aller sur notre site parce que effectivement, c'est un des pays sur lequel on se penche depuis quelques années. MC Kunumi, c'est le dernier de beaucoup de rappeurs qui ont été visés parce que il y a même une sorte de catégorie de rappeurs funk qui ont été interdits et qui ont eu qui ont provoqué la colère des autorités depuis 95 même, quand le funk s'est popularisé dans les favelas. Et donc, il y a eu à la fois censure, violence. Et pourtant, eux, ils se défendent. Ils disent, nous, on fait que parler de nos réalités autour de nous. On fait en aucun cas une promotion de la violence dont on parle. Effectivement, ils ne cachent pas que c'est une des réalités dans leur favela. Mais il y a eu beaucoup de cas où ils ont été attaqués, arrêtés. Il y a MC Frank et 4 autres chanteurs de funk qui ont été arrêtés en 2010. Il y a eu aussi des fermetures de clubs, des bailes à Rio et il me semble aussi Sao Paulo. Donc, le gouvernement, effectivement, continue à attaquer, mais il y a une longue histoire
on va dire, intolérance sur l'expression populaire des jeunes là-bas. Et il y a aussi une forme d'attaquer l'industrie musicale maintenant à travers la taxation. Et tout dernièrement, on a eu un rapport qui a été écrit pour Freemuse sur cette méthode de museler et de rendre difficile l'accès des musiciens à la fois aux médias et aussi à leur public en leur faisant payer beaucoup d'impôts. Et puis, les vrais problèmes de droits d'auteur, on ne l'a pas abordé, mais ça aussi, c'est lié. Et c'est une forme aussi de muselage de musiciens. Et ça, c'est un autre propos. À vous entendre, on a l'impression qu'effectivement, là, la liberté d'expression n'a jamais autant été menacée finalement, que c'est un très long combat en soi. Oui, un très long combat. Les musiciens sont extrêmement généreux aussi par rapport à défendre d'autres causes, mais quand c'est une question de défendre un autre musicien à l'autre bout du monde, au Mexique, qui s'est fait attaquer parce qu'il fait partie de ces narco-corridas, ou bien en Érythrée où ils sont mis en prison dans des conditions terribles, on a beaucoup plus de mal à les sensibiliser à faire ça. Cependant, ce que Freemuse développe depuis une dizaine d'années, c'est, et tous les 3 mars, Music Freedom Day, donc la journée de liberté musicale, où on essaye de rassembler à travers Internet et d'autres moyens de réseaux sociaux les musiciens dans des concerts pour discuter, pour débattre et pour évidemment jouer les musiques interdites, les musiques censurées. On réussit de plus en plus dans des lieux où on n'imagine pas, que ce soit en Iran, au Pakistan, où c'est très dynamique. Et donc, c'est quelque chose où la pente, elle est effectivement, vous avez raison de le dire, elle est très longue et difficile. On a une certaine fragilité aussi des ONG qui dépendent surtout de soutien financier de certains gouvernements scandinaves notamment, mais pas seulement, à survivre. Mais je pense qu'on s'étoffe beaucoup et on essaye de se professionnaliser chaque année de plus en plus. On a un nouveau PDG, directeur, Srirat Plipat, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec des ONG comme Transparency pour essayer d'avoir encore plus d'impact à travers nos rapports, à travers les recherches qu'on fait. Et à travers les tentatives de tisser un réseau de solidarité entre les musiciens. Et je voulais d'ailleurs ajouter aussi qu'il y a de plus en plus de villes qui acceptent d'héberger des musiciens persécutés à travers le monde. Et on en a à peu près 80 villes qui se sont mis à soutenir ces musiciens, à ouvrant les portes. Des fois, des musiciens ont besoin seulement d'un tout petit soupape, une année, pour respirer parce que les pressions sont constantes et puis ils repartent au combat et ils font du travail extrêmement important de faire résonner, d'être un mégaphone culturel comme l'appelle Daniel Barenboim qui fait partie aussi de nos soutiens. Vous pouvez nous donner 2, 3 exemples de ces villes qui accueillent justement ces musiciens? Ils sont principalement, encore une fois, en Scandinavie. Je sais que depuis 2006, il y a eu 170, mais je n'ai pas artistes accueillis. Il y en a notamment en Norvège. D'ailleurs, il y en a un qui a gagné les Hans Ruth, si je m'abuse pas, mais je suis pas sûr de cette ville, qui a été très actif et qui a gagné un prix Freemuse qui est annuel, qu'on donne en principe à des musiciens, mais là, c'était toute une ville qui l'a gagné. Ok, eh ben, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup en tout cas Daniel Brand d'avoir accepté de participer à ce podcast. Merci à vous. Et donc on rappelle à tous nos internautes que si le sujet vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur le site donc, de Freemuse qui est donc freemuse.org. Vous pouvez également consulter le long reportage sur ce jeune rappeur brésilien en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur 8e étage.